Bon, il faut que je vous avoue un truc. Jusqu'à il y a encore quelques mois, je n'avais jamais joué à Minecraft. Ouais, je sais, ça fait pas très sérieux pour quelqu'un qui prétend analyser le jeu vidéo depuis 2015. Pour tout vous dire, à l'époque de sa sortie, ça m'attirait pas du tout, et puis en voyant l'ampleur du phénomène, je me suis dit que un jour j'y jouerais quand j'aurais le temps et la motivation. Et puis il s'est écoulé 15 ans. Classique. Mais le truc, c'est que en 15 ans, c'est pas seulement Minecraft qui a explosé. C'est aussi le craft qui s'est retrouvé intégré à de plus en plus de jeux, et notamment des succès de ouf. Je pense à Fortnite évidemment, mais aussi à Animal Crossing, Valheim, Stardew Valley, The Forest, Palworld ou encore le dernier Zelda. Des mastodontes où le craft est au cœur de la boucle, où à un moment, on doit couper du bois pour fabriquer des palissades. Mais si en plus on prend tous les titres avec ne serait-ce qu'un menu où on consomme des ressources pour produire des outils, des armes ou même des petits sandwichs, alors là, on encapsule une partie significative du jeu vidéo moderne. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il était temps. Déjà pour mettre le nez dans Minecraft, pour voir la base et mourir un peu moins ignorant, mais aussi de s'intéresser sérieusement au craft pour comprendre comment et pourquoi on a fini par en retrouver partout. Comme d'habitude, la meilleure façon de procéder, c'est d'essayer plein de jeux qui emploient du craft, les analyser et compléter avec des recherches en regardant des interviews et des conférences. Et évidemment, je ne suis pas devenu un expert, c'est un sujet hyper vaste, mais de ce que j'ai pu apprendre et comprendre, il y a plein de petites choses qui m'ont interpellé et que j'ai envie de vous partager. Et qui me font même penser désormais que le craft a un peu transformé le jeu vidéo en tant que produit culturel. Bienvenue dans Game Next Door. Avant de parler de craft virtuel, on va parler de craft bien réel, puisque le sponsor de cette vidéo, c'est TopAchat. TopAchat, c'est le site pour s'équiper avec un PC gaming, histoire de faire tourner vos jeux préférés dans les meilleures conditions possibles. Ce qui est très cool sur leur site actuel, c'est que vous pouvez choisir vos achats en fonction de vos compétences de crafteur et de crafteuse de PC. Si vous avez déjà les schémas et les builds en tête, vous pouvez utiliser le Configomatic et monter votre PC vous-même en vous aidant de l'outil pour contrôler les compatibilités des composants et évidemment votre budget. Et pendant que vous configurez, vous pouvez même voir en temps réel les performances d'une sélection de jeux modernes, histoire de vous faire une idée. Mais si, comme Maxime et moi-même, vous avez plutôt besoin d'un tuto, voire même carrément d'un mode facile, il y a toute une offre de PC gamers préconçus et montés par les équipes de TopAchat, et ils sont très carrés là-dessus, et évidemment, il y en a pour des budgets très différents. Maxime avait justement acheté un de ses PC il y a 2 ans, et depuis, il fait des frags sur Ultrakill et monte aussi les épisodes de GND. Et quant à moi, je pense que je vais pas tarder à craquer, parce que quand je ne joue pas à des jeux indés qui pèsent 32 mégaoctets, ma tour commence un peu à cracher la poussière. Et ça tombe bien parce qu'on est en plein Black Friday Month, il y a encore de nombreuses promotions dont vous pouvez profiter sur le site de TopAchat, avec chaque jour des ventes flash et des offres, que ce soit sur des PC montés ou des composants pour votre tour custom. Tous les liens sont en description, merci à TopAchat d'avoir sponsorisé cet épisode. Maintenant, on va revenir au craft dans le jeu vidéo, et justement, c'est quoi concrètement le craft ? La façon la plus simple de le présenter, c'est de dire que c'est une interaction basique qui consiste, dans un jeu, à produire un objet en consommant un ou plusieurs autres. Genre, avec du bois, on fabrique une planche, et avec cette planche, on fabrique des bâtiments. Basique, simple. Le truc c'est que quand on parle de craft, on peut très vite avoir en tête des actions assez différentes et des procédés plus complexes que ça. Parce que le craft s'inscrit toujours dans une boucle de gameplay plus large. Une boucle qui se compose d'abord d'une phase de récolte, où on récupère les ressources à consommer, ensuite il y a le craft, et après ça, il y a l'utilisation de ce qui a été produit, qui sera bien souvent impliqué dans une nouvelle phase de récolte, ce qui nous donne une boucle. Et bien sûr, chacune de ces boucles peut être mise en jeu de façon assez différente. La récolte, ça peut aussi bien être un simple clic sur un buisson pour récolter des baies, qu'un immense combat de 15 minutes face à un gros lézard dont on collecte les écailles une fois tué. Le craft en lui-même est une sorte de recette qui se fait le plus souvent dans un menu ou un menu bien déguisé. Il peut être immédiat ou prendre du temps, et parfois, il n'est réalisable qu'en interagissant avec un autre élément du jeu, comme un établi ou une machine plus ou moins sophistiquée qui a pu être elle-même craftée.
Et pour ce qui est de l'utilisation, on rentrera dans les détails tout au long de cette vidéo, puisque c'est sûrement ici que le panel d'interaction est le plus large. Explorer, miner, tuer, scanner, voler, bref, tout ce que vous voulez, on y reviendra. Mais tout ça, c'est pas particulièrement nouveau dans le jeu vidéo. Ça fait un bail qu'on crafte des trucs. Si j'en crois internet, c'est dans les années 80, avec les licences King's Quest et Ultima, qu'on trouve les premières formes de craft. Et par la suite, on va en retrouver dans beaucoup de RPG, toutes écoles confondues. Que ce soit chez les japonais avec Star Ocean ou Monster Hunter, et chez les occidentaux dans les Elder Scrolls ou The Witcher. Et évidemment dans World of Warcraft, qui fera découvrir encore plus massivement le concept, très présent dans ces systèmes. Dans tous les cas, c'est un outil parfait pour les designers de ces jeux parce qu'il permet de nous engager dans la durée en récompensant notre exploration du monde et des combats, mais aussi en nous donnant des choix. Crafter, c'est pouvoir personnaliser son expérience, son style de jeu, en privilégiant la création d'un objet plus qu'un autre. Et ça, c'est totalement dans les promesses des RPG. Le craft à la base, c'est donc un truc de RPG, et c'est plutôt logique en soi. Pour que ça fonctionne, il faut une forme d'économie et un minimum de possibilités de gestion. Et du coup, un inventaire dans lequel on peut manipuler des choses, ce qu'on n'avait pas forcément partout avant. On peut noter qu'on en trouvait dans certains jeux d'horreur, notamment dans les Resident Evil, sous une forme très rudimentaire avec les fameuses herbes. Mais en gros, jusqu'à la fin des années 2000, si le craft était déjà une mécanique bien huilée, elle restait cantonnée à certaines formules spécifiques. On avait déjà les bases qui sont toujours là actuellement, à savoir une boucle qui nous engage dans le temps et qui nous donne en plus de l'autonomie. Mais comme vous le savez, il y a un jeu qui va débarquer et qui va pousser le craft à un tout autre niveau. Bon, je ne vais pas passer trop de temps à vous présenter Minecraft, il y a moyen que si vous regardez cette chaîne, vous en sachiez au moins autant que moi sur le jeu, et certainement bien plus. Mais puisqu'on va s'intéresser à son design et à son impact, ça me semble important d'au moins noter ces deux grosses inspirations. La première, c'est Dwarf Fortress, un roguelike de simulation et de gestion de colonies de nains auquel Marcus Persson, le créateur de Minecraft, jouait de ouf et voulait tenter de recréer en 3D. C'est un jeu dense et complexe où les systèmes s'entrecroisent pour créer des situations étonnantes et il voulait humblement pousser ça dans une autre dimension, et évidemment, c'était la galère. Mais ce qui va lui débloquer le cerveau, c'est de jouer à un autre jeu, Infinity Miner. Une sorte de FPS en arène créé par Zach Barth, sauf qu'ici, il est question de miner des blocs et de se servir de la matière collectée pour se construire des chemins et des structures. Ouais, on dirait vraiment un proto de Minecraft, et c'est assez littéralement le cas, puisque Zach Barth n'avait pas chiffré le code de son jeu, et Marcus, comme d'autres développeurs, va choper tout ça et bosser sur ce qui deviendra finalement Minecraft en 2009. Si jamais vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous mets un lien d'un documentaire NoClip en description. Il est anglais du point de vue de Zach, et comment il a vécu le fait que son jeu soit un peu devenu Minecraft sans en avoir le crédit, et surtout les quelques petits sous qui sont venus avec. Et concernant Marcus, je pense que tout le monde voit à peu près la success story, le studio Mojang racheté par Microsoft, les milliards, etc. Et bon, c'est aussi un gars qui s'est démarqué par ses prises de position sexistes, racistes et transphobes, donc un peu la flemme de m'étendre sur son sujet. C'est un milliardaire comme les autres finalement, et il ne m'intéresse qu'assez peu, à part s'il est question de les miner et de les redistribuer, pour faire un lien avec notre sujet. Mais tout ça pour dire qu'il est important de retenir les origines de Minecraft, notamment Infinity Miner, parce que c'est quand même bien cette histoire de blocs qui a tout changé. Dans les fondamentaux, c'est la même boucle qu'on a détaillée un peu plus tôt, mais sa mise en jeu dans l'environnement transforme l'expérience. Déjà, la récolte se fait directement dans le décor, et ça change notre rapport à celui-ci. Ça change comment on l'observe, ça change comment on l'explore, et surtout, en minant, on fait aussi du terraforming, ce qui lie directement la récolte et la navigation, comme quand on se crée une immense galerie par exemple. Sur le craft, Minecraft a aussi un fonctionnement assez unique puisqu'il propose un menu où il faut non seulement les bonnes ressources pour créer un objet, mais aussi les placer correctement dans sa grille 3x3. Ça fait du craft une sorte de petit puzzle qui demande des connaissances et de la maîtrise, et donc des skills, là où peu de jeux en plaçaient. Sans mentionner toutes les subtilités entre les différentes matières, les établis pour donner accès à d'autres recettes, etc.
Et d'ailleurs, je ne connaissais pas tout ça en lançant le jeu, et j'ai mis un peu de temps à comprendre comment ça fonctionne. Mine de rien, c'est assez opaque, il n'y a pas du tout de tuto, et du coup je comprends pourquoi il y a eu autant de guides autour du jeu. Et enfin, c'est dans l'utilisation du craft que tout prend une autre ampleur. Parce que si les outils et les établis ont des usages classiques, c'est la construction avec les blocs qui fait de Minecraft Minecraft. C'est faire sa petite maison avec ses planches en bois, son jardin avec sa clôture, jusqu'à créer des structures de zinzin avec des tapis roulants et des ascenseurs de ouf. La liberté et la simplicité du système de Minecraft, qu'il doit en partie à Infiniminer, permet une expressivité totalement inédite dans le jeu vidéo à cette époque et encore remarquable aujourd'hui. Et le craft est au cœur de toutes les activités du jeu, c'est lui qui rythme tout. Exploration, progression, création, ce n'est plus seulement un élément de personnalisation issu du RPG, c'est un outil qui offre une nouvelle façon d'expérimenter son propre monde virtuel. Alors bien sûr, c'est avant tout cette formule unique qui a fait de Minecraft le succès qu'on connaît aujourd'hui. Je rappelle qu'en une dizaine d'années, il est devenu le jeu le plus vendu de tous les temps, avec quelques 300 millions d'exemplaires vendus. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus négliger l'importance du contexte dans lequel Minecraft s'est diffusé. Déjà, c'est un jeu qui arrive en pleine nouvelle vague du jeu vidéo indépendant et qui va donc profiter de nouvelles modalités de communication et de distribution via les plateformes numériques qui prennent de plus en plus de place chaque année. Mais il faut surtout considérer sa sortie concomitante à l'explosion des réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et des plateformes vidéo que sont YouTube et Twitch par la suite. Ces espaces vont permettre aux jeux de se diffuser massivement et il va bien leur rendre en les alimentant de guides, de let's play et autres fit and fun. On ne compte plus le nombre de gros youtubeurs qui ont commencé avec Minecraft, de PewDiePie à Inoxtag. Grâce à la liberté créative qu'il propose, c'est le terrain idéal pour créer du contenu. Et si on ajoute sa composante multijoueur, c'est le jeu parfait à streamer, et encore aujourd'hui, il fait les beaux jours de Twitch via ses différents modes. Mais si Minecraft n'a jamais vraiment été remplacé, il y a quand même pas mal de jeux qui ont essayé de lui emboîter le pas. Et certains ont connu des succès incroyables en installant au passage tout un nouveau genre. Bon, j'avais sciemment omis ce petit détail jusqu'ici parce que ça m'arrangeait dans ma narration, mais si Minecraft a autant pété, c'est aussi grâce à son mode de base centré sur la survie. On débarque au milieu de nulle part et il faut se débrouiller pour manger, s'abriter et se protéger pendant la nuit. Là encore, ce n'est pas le premier jeu vidéo à proposer un tel mode, loin de là. Dans les années 90, il y avait déjà Unreal World et Survival Kids qui deviendra la série Lost in Blue dans la décennie 2000. On y contrôlait des personnages paumés sur une île déserte et il fallait récolter des ressources pour se nourrir, crafter sa petite lance, monter son camp, etc. Mais avec sa force de frappe, Minecraft va mettre ce principe de survie sur le devant de la scène et ça va devenir très populaire. Bon, faut dire que d'un point de vue game design, la survie c'est hyper lisible et efficace. Déjà, on a toutes et tous un référentiel bien nourri avec ça, que ce soit par la littérature, le cinéma ou même la télé-réalité. C'est le fantasme de casser notre routine, revenir à un mode de vie supposément ancestral, survivre à la nature et aux autres. Et en jeu vidéo, la survie en milieu hostile, c'est une boucle claire et facile à mettre en place pour les designers. Il y a même des règles à emprunter directement à la vie réelle, comme la règle de 3, qui stipule qu'on peut survivre seulement 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Vous transposez ça via des jauges et vous avez un survival avec des contraintes qui vous poussent à explorer et interagir avec le système de jeu. Avec dans le fond une tension permanente sur la prise de risque pour obtenir des récompenses. On s'éloigne de son camp pour trouver des choses qui permettront d'améliorer ses conditions de survie, mais on peut perdre des ressources et du temps si on meurt en maraudant. Et évidemment, le craft trouve une place parfaite dans cette boucle-là. On récolte en explorant, on craft en revenant à la base, et ensuite, on peut utiliser ce qu'on a crafté pour explorer encore plus loin. Mais c'est aussi le craft qui stratifie notre progression. D'abord avec ce principe de qualité ou de solidité qui s'applique à nos équipements, nos outils et notre camp. C'est toujours assez caricatural pour rester lisible, avec typiquement du bois au début du jeu, puis de la pierre, du métal et des matières fantastiques ou extraterrestres en fin de jeu quand c'est dans la DA. L'arborescence des recettes de craft agit comme une sorte de feuille de route de notre progression, des choses qu'on a acquises, des matières qu'on a en stock et des possibilités futures basées sur celles-ci.
Ça nous donne un cadre avec des objectifs court terme, récupérer plus de pierres, des objectifs moyen terme, fabriquer un outil, et des objectifs long terme, comme construire notre base. Et puis ça dicte aussi notre progression spatiale. Dans ces grands espaces ouverts, les outils et équipements qu'on obtient nous permettront de couvrir encore plus de terrain, d'aller plus profond sous l'eau ou que sais-je, et c'est aussi là-bas que se trouvent les ingrédients dont on a besoin pour crafter de nouveaux outils. La boucle est bouclée. Et vraiment, après Minecraft, il y a une quantité folle de jeux qui vont reprendre la formule en y ajoutant leur petit twist. Et parmi eux, il y aura des succès majeurs. En 2013, il y a Don't Starve, DayZ et Rust qui sortent avec des approches différentes de la survie. Quelques années plus tard, il y aura Ark Survival Evolved qui va devenir un vrai phénomène. En 2018, on a eu Conan Exiles, Subnautica et The Forest, les deux derniers ont d'ailleurs même eu des suites. Et depuis, chaque année ou presque on a au moins une bombe, en 2019 Astroneer, en 2021 Valheim, en 2022 Grounded, en 2024 Planet Crafter et Palworld. Bref, le survival craft, comme on appelle parfois ce genre, il n'est pas du tout en train de s'essouffler. Je vous invite à checker les chiffres de vente des jeux que j'ai cités, vous verrez, c'est assez zinzin. Et tous fonctionnent sur des schémas similaires, mais se différencient sur les moyens de récolte, en mettant du combat ou non, en jouant sur l'ambiance avec des trucs plus ou moins glauques, et des contraintes plus ou moins appuyées sur la gestion des ressources. Mais tous gardent au cœur de leur gameplay le craft pour la survie et la construction. Mais surtout, la majorité d'entre eux peut se jouer en multi, et ça décuple les forces de cette formule. Le survival craft, ça demande de la planification, de l'organisation, du temps de récolte, bref, plein de choses qui se collectivisent très bien, voire qui sont carrément plus efficaces comme ça. Et ça attire d'autant plus de monde. Je pense que, en partie, ce qui fait la grande popularité de ces jeux, c'est qu'ils arrivent à réunir des profils assez différents en les faisant collaborer. Des amis qui ne chercheraient pas forcément le même type d'expérience peuvent quand même jouer ensemble en se donnant des rôles plus ou moins flexibles. Des personnes qui veulent de l'action et de l'attention en auront, mais celles qui veulent être un peu plus chill auront aussi leur part à faire. La récolte, la construction, l'organisation, il y a du taf. Par contre, on peut noter que le système de blocs de Minecraft n'a pas été tant repris que ça. En général, la récolte se fait via des items plus conventionnels, des arbres et des tas de pierres posés ici et là, et rares sont ceux qui proposent du terraforming aussi sérieux que le jeu de Mojang. Et sur la construction, disons que si Minecraft c'était les Lego, tous ces jeux sont plutôt en mode Playmobil. On construit avec du préfabriqué et un assemblage un peu plus cadré, même si ça donne déjà beaucoup de possibilités, en jouant sur l'architecture et la décoration intérieure pour donner des petites vibes cosy à notre camp de fortune qui n'en est plus un. Depuis le début des années 2010, le craft s'est donc hissé tout en haut des formules les plus populaires et ça a éduqué des millions de joueurs et de joueuses au craft et à sa boucle. Mais comme on le sait aujourd'hui, le craft est allé beaucoup plus loin que ça. En fait, il n'a même pas vraiment besoin de survie pour accrocher les gens. Avant qu'on déroule la suite de cette réflexion, il faut quand même garder en tête qu'en parallèle de Minecraft et des jeux de survie, le craft plus classique entre guillemets était toujours présent et exploité dans le RPG. Et pendant les années 2010, le RPG s'est retrouvé un peu partout dans le jeu vidéo. On avait d'ailleurs fait un épisode où on expliquait pourquoi, selon nous, ce genre était plus devenu une sorte de sauce qu'on verse sur tout et n'importe quoi, et qui fait qu'on a eu des quantités de jeux, notamment des AAA en monde ouvert, avec des arbres de compétences, des quêtes, du loot, et bien souvent aussi du craft. Alors parfois c'était dans des formes très simplistes, comme chez Sony avec God of War ou Ghost of Tsushima, des formes classiques mais avec un peu de construction, comme dans Fallout 4 qui proposait de monter sa petite base perso, et c'est allé quelquefois bien plus loin avec les derniers Zelda sur Switch par exemple. Le premier avait son système de cuisine qui était hyper ludique, avec tous ses ingrédients, ses recettes et même son utilisation dans le jeu, comme manger un plat pimenté pour mieux supporter le froid. Mais évidemment, on a passé un autre cap avec TOTK qui a mis le craft au cœur de sa formule avec ses technologies Sonao. Cette fois, on a la possibilité de construire des machines en collant des morceaux les uns avec les autres, ce qui fait qu'on ne crafte pas dans un menu, mais directement dans le monde, de façon très ludique. Alors, c'est loin d'être parfait dans l'ergonomie, mais encore une fois, les équipes de Nintendo ont su se différencier et faire très fort en prenant les bonnes inspirations et en les intégrant à leur licence phare.
Tout ça pour dire que dans les années 2010, même si comme moi on ne s'intéressait pas trop à Minecraft et compagnie, on bouffait quand même du craft dans des gros jeux mainstream. Difficile de passer à côté. Difficile aussi de passer à côté de Fortnite. Le Battle Royale, ça a été un des plus gros phénomènes de la décennie passée, et c'est quand même pas anodin que le plus populaire de ces jeux-là, et de loin, était celui qui intégrait du craft. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est parce qu'il y avait du craft que c'était populaire, il y a quand même plein d'autres facteurs, notamment le free-to-play, mais quand même, c'est un système qui s'insère très bien dans le Battle Royale, qui nous demande constamment de looter et récolter des ressources, mais qui dispose également de nombreux temps calmes quand on progresse vers la zone. Donc on peut régulièrement prendre 10 secondes et taper un arbre ou un caillou pour s'occuper les doigts. Et grâce à ces constructions, le jeu sert autant un style offensif que défensif et s'adresse à différents profils de survivalistes d'intérieur, même si ça demande une certaine dextérité. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, de toute façon, le craft n'a pas besoin de survie ni même d'action pour faire des jeux populaires. Depuis une dizaine d'années, il y a tout un autre pan du jeu vidéo qui s'est développé, les cozy games. Et dans ceci, le craft a une place toute particulière, et c'est d'ailleurs souvent la clé du succès quand on le mélange avec un peu de farming. Stardew Valley est certainement le jeu qui a allumé cette mèche. En mixant Harvest Moon et Minecraft, Eric Barron a aligné les planètes en 2016 et créé un des plus grands succès du jeu vidéo indépendant, remettant au passage la simulation de vie au premier rang du médium. Il a montré qu'en mettant le craft au centre de l'expérience, mais dans un environnement moins sous pression et plus porté sur l'accumulation matérielle, on peut aussi créer une expérience très engageante en profitant de toutes les forces déjà évoquées du craft, des choix, des marqueurs de progression, etc. Et si ce n'était pas suffisant en 2020, on a eu le retour d'Animal Crossing sur Switch qui s'est aussi fait en intégrant du craft et du farming. Alors, il y avait déjà des prémices de ça dans les premiers épisodes, mais New Horizons a poussé le bouchon bien plus loin, notamment avec le système de DIY pour fabriquer des outils, des tables, de la déco, etc. Bon, ces deux jeux, c'est vraiment les champions de la catégorie, et impossible de citer tous les jeux qui tentent d'émuler leur succès. Ça fait presque 10 ans que ça dure, mais le marché du cozy craft, il est toujours hyper actif, et il attire tous les profils, des indés passionnés aux éditeurs un peu opportunistes. D'un côté, on a les Graveyard Keeper, Roots of Pacha ou Mudborn, et de l'autre, on a des projets comme Tales of the Shire, où ça sent un peu fort le braquage marketing, en utilisant une licence et des moyens solides pour aller prendre des parts de marché rapidement, sans trop se prendre la tête sur les finitions. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse, à savoir le design du craft, ce qu'on peut noter, c'est que le farming qui est très présent dans ces jeux, c'est une boucle un peu cousine. On pourrait même dire que le farming, c'est du crafting mis en jeu de façon un peu différente et centré sur des produits consommables. Après tout, il faut toujours commencer par une forme de récolte ou d'achat de graines. Ensuite, il faut crafter la plante en mélangeant la graine à de la terre, de l'eau, du temps, de l'engrais, ce que vous voulez. Et enfin, on utilise ce qu'on a fait pousser pour entamer une nouvelle boucle qui consomme ce qu'on a produit. Les procédés ne sont pas tout à fait les mêmes, la gestion de la production pose des enjeux assez différents, mais ça permet justement de diversifier les boucles habituelles du craft, de les compléter et de les complexifier. Ça match hyper bien et ça crée encore plus d'engagement. Et puisqu'on parle d'engagement, les jeux Cozy Craft se reposent énormément sur l'expressivité pour motiver la progression. Alors, on pouvait déjà exprimer sa créativité dans les jeux de Survival Craft, évidemment, mais c'était toujours dans la contrainte de la survie. Là, c'est vraiment au cœur de la promesse de ces jeux. Ce qui fait qu'on s'engage sur le long terme, ce n'est pas seulement le côté utilitariste du craft, mais aussi son côté plus libre qui nous permet de customiser notre petit monde virtuel et bien souvent de le partager avec les autres. On trouvait ça dans le mode créatif de Minecraft, mais là, ça s'est généralisé sur tout le genre. Et en ce sens, on peut dire que le craft a vraiment revitalisé le Life Simulator, qui avait déjà eu ses grandes stars comme les Sims bien sûr, mais se retrouve désormais avec une offre beaucoup plus riche, capable de fédérer un public qui grandit chaque jour. Là aussi, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo ont accentué le phénomène. Ça a permis à des communautés d'échanger, de diffuser leurs pratiques et d'en faire le marché qu'il est aujourd'hui. Et régulièrement, on a des wannabe Stardew Valley qui débarquent. Bon, entre les jeux cosy, les jeux de survie, les AAA mainstream et des petits phénomènes comme Fortnite, on l'a vu, le craft est devenu une mécanique quasi hégémonique. Et la question qui reste maintenant, c'est pourquoi ?
Et en fait, si on analyse toutes les choses qu'on a observées jusqu'ici, on a déjà un peu les réponses. D'abord, il y a un mot qui est revenu tout au long de cette vidéo, c'est l'engagement. Le craft, c'est une mécanique hyper accrocheuse qui nous donne de l'autonomie, des choix et surtout qui nous récompense constamment sans jamais décevoir. On planifie ce qu'on veut créer, on travaille pour ça et à la fin, on obtient ce qu'on veut. C'est satisfaisant et fiable, bref, ça fait du bien à notre petit cerveau et pour des game designers, c'est une base solide sur laquelle travailler avec en plus beaucoup de références. Ensuite, la boucle qui entoure le craft, elle est particulièrement versatile. La récolte, la fabrication et l'utilisation, ça peut se faire à travers des interactions très différentes qui peuvent emprunter à un tas de genres de jeux comme on l'a vu tout au long de la vidéo. Ça peut agrémenter de l'exploration, compléter du combat ou servir de base à tous les fondamentaux de la gestion, organisation, automatisation, optimisation de l'économie, etc. Tout ça en solo comme en multijoueur, avec l'avantage de pouvoir toucher des profils de joueurs et de joueuses ne cherchant pas forcément les mêmes sensations au sein d'un même jeu. Et là encore, pour des designers, ça veut dire que si on veut surfer sur la tendance du moment, mais qu'il nous faut un petit twist qui peut coller, on peut peut-être essayer d'y mettre du craft. Du coup, là, en ce moment, si vous voulez percer, faut mettre du craft dans un jeu un peu weird avec une esthétique PS1, ou alors dans du jeu coop un peu spooky, goofy, ou alors dans un auto-battler. Un auto-crafter même. Vous faites ça, vous êtes riche. Et après, vous pourrez nous soutenir sur Tipeee, Ko-fi ou Patreon et nous permettre de faire cette émission sereinement. Bon, blague à part, même si vous pouvez nous soutenir, ce que je voulais dire, c'est que le craft a prouvé qu'il s'adaptait très bien à des formules assez différentes. Et c'est donc pas étonnant que des studios expérimentent avec le craft pour se démarquer en surfant sur des trucs à la mode. L'autre point important, qui lui est un peu plus sous-jacent à tout ce qu'on a vu, c'est que le craft, il peut exister dans des jeux de scope très différents. Pour rappel, le scope d'un jeu, ça désigne l'envergure de sa production dictée par le contenu envisagé par le studio. C'est la qualité des graphismes, la taille de la map, le nombre de features, de dialogues, de cinématiques, bref, tout ce qui demande du travail pour remplir le jeu. Un jeu avec un petit scope, c'est genre Buckshot Roulette, et de l'autre côté du spectre, on a Red Dead Redemption 2. Et le craft peut être envisagé sur une bonne partie de ce spectre. Fabriquer des trucs, ça peut se faire sur une immense planète hyper réaliste, mais aussi dans un petit monde en pixel art. Et c'est donc possible pour une petite équipe, voire une personne qui développe en solo. Et je pense que c'est aussi ce qui explique cet afflux massif de jeux avec du craft. D'un point de vue industriel, des équipes avec des ressources très différentes ont pu tenter d'intégrer le marché parce que la demande est habituée à voir des produits différents. Et ça se traduit dans des gammes de prix qui peuvent aller de moins de 10 balles à une cinquantaine d'euros. Attention, je ne dis pas que c'est le craft qui a amené ça dans le jeu vidéo. C'est juste que depuis une dizaine d'années, on a une offre plus diverse qui est de moins en moins polarisée. Et le craft peut avoir sa place sur toute la gamme, ce qui explique aussi peut-être son abondance. Enfin, puisqu'on est sur le business, il se trouve que le craft se marie aussi très bien avec les modèles de financement modernes auxquels le public s'est aussi habitué. On peut penser au DLC évidemment, où on va nous vendre de nouveaux trucs à crafter, à customiser, de nouvelles zones avec une nouvelle ressource, et c'est virtuellement infini. Si les boucles sont bien calées, on peut produire du contenu encore et toujours. Mais il y a aussi beaucoup de crafters qui se reposent sur l'accès anticipé. Certains des plus gros jeux qu'on a mentionnés dans cette vidéo ne sont d'ailleurs toujours pas sortis dans leur version finale, comme Valheim par exemple. Et c'est logique puisque là aussi, le public est désormais habitué à jouer à des versions plus ou moins bancales qui leur permettent de jouer avec des potes, de faire des retours et de suivre ce que le jeu offrira sur le long terme, en s'engageant au rythme des mises à jour qui suivent parfois la stratification du craft dont on a parlé plus tôt. Et pour les studios, ça permet d'avoir des playtests géants, bien utiles pour équilibrer des jeux avec une économie importante, mais aussi de rentrer de la trésorerie avant la fin du projet. Et ça rejoint ce que je disais plus tôt sur la possibilité d'entrer sur le marché, même avec des ressources moindres. Il y a moyen de monter des plans, plus qu'avec du jeu full narratif par exemple. Et du coup, si le craft est aussi hégémonique, ce n'est pas seulement pour ses forces ludiques entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi tout un système industriel qui a favorisé des projets qui intègrent ces boucles-là. Et c'est pour ça que c'est pas prêt de changer. Dans mon intro, je vous disais que je pense que le craft a transformé la culture jeux vidéo. Bon, c'est une intro, faut que ce soit catchy, donc j'ai peut-être un peu poussé les potards, mais en vrai, je pense sincèrement qu'il y a eu un avant et un après cette montée du craft.
Déjà, Minecraft est devenu une véritable icône du jeu vidéo et même plus largement de la culture populaire. Son imagerie, ses principes, ses codes, tout ça a infusé notre grand référentiel commun et peu importe qui vous êtes, peu importe à quoi vous jouez, vous y avez été exposé d'une façon ou d'une autre. Et c'est encore plus vrai maintenant avec les produits dérivés ou le film. Et des jeux qui ont réussi à atteindre ce stade-là, à une telle échelle, il n'y en a pas beaucoup. On est dans la sphère de Pokémon ou GTA. Mais bien plus que ces deux titres, qui ont certes été imités en vain, Minecraft a inspiré toute une génération de jeux qui ont repris des aspects de son design. Et ça a fait passer le craft du statut de boucle accessoire dans des RPG à une base de design fondamentale qu'on a toutes et tous intégrée. Et il y a 4 ans de ça, on avait fait une vidéo sur les flingues et on se demandait qu'est-ce qui pourrait remettre en cause cette domination des combats armés dans le jeu vidéo. Et à l'époque, je ne l'avais pas vu, mais je crois que le craft était peut-être déjà la réponse. Pour rester nuancé, pas mal de jeux de craft dont on a parlé aujourd'hui intègrent aussi des combats avec des épées ou des flingues. C'est même le cas de Minecraft. On est donc bien plus sur un phénomène qui vient coexister avec l'autre plutôt que de le remplacer. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, qu'on ait une alternative vraiment solide et aussi engageante que le massacre de bestioles virtuelles. Et qui puisse aussi bien se tenir toute seule, on l'a vu dans les jeux de survie comme Subnautica ou Planet Crafter, dans lesquels les équipes ont évité intentionnellement la violence comme solution au problème. Et une bonne partie des jeux de Cozycraft se passent de nous faire frapper des monstres, on va plutôt leur faire patte-patte sur le dos. Et je parle souvent du paysage vidéoludique, et tout ça, pour moi, c'est quand même un changement majeur. Le paysage n'est plus le même. Je me dis même que, quand on voulait caricaturer le jeu vidéo il y a 10 ans, il suffisait de mettre un shooter quelconque qui fait piou-piou. Aujourd'hui, ça pourrait être encore ça, mais ça pourrait être aussi un Gugus qui mine des cailloux et qui construit sa petite maison. Ce serait pas choquant pour moi de dire que le jeu vidéo des années 2020, en gros c'est ça. Alors évidemment, un tel phénomène vient aussi avec ses petits mauvais côtés. Comme toujours, quand des mécaniques ou formules deviennent hégémoniques, ça a tendance à standardiser le médium. Et quand on joue beaucoup aux jeux vidéo comme moi, ou certainement comme vous qui regardez cette chaîne, il peut y avoir un sentiment de lassitude qui s'installe. Et puis, on peut ne pas être particulièrement sensible à toute cette boucle-là, et avoir l'impression de passer à côté de la grosse hype actuelle. Et pour tout vous dire, c'est parfois un peu mon cas. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à creuser le sujet pour compenser. En fait, ces boucles de craft, c'est quand même des boucles qui s'étalent vraiment sur la durée, et il y a une forme de grind, de taf répétitif qui, moi, me rebute assez vite. Les premières heures, je m'amuse toujours bien, mais dès que ça commence à me donner des objectifs long terme où je vois que j'y serai encore dans 10 heures, j'ai la flemme. J'ai déjà des vidéos à crafter, moi, j'ai besoin de trucs plus immédiats. I'm sorry. Et puis parfois, on sent que ces mécaniques sont intégrées au chausse-pied juste pour être dans le coup, pour faire comme tout le monde, alors que ça n'a pas tant sa place que ça. Ou alors c'est l'équilibre qui n'est pas parfait, comme dans TOTK qui demande beaucoup de grind dans les profondeurs pour juste s'amuser à fabriquer des trucs, même en fin de jeu. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le craft est devenu une sorte de nouvelle grammaire vidéoludique qui s'est intégrée à toute cette culture. C'est une mécanique efficace, prenante et qui demande des skills encore assez peu exploités comme l'organisation et l'expressivité. Et de fait, ça a permis aux jeux vidéo de conquérir d'autres publics et de proposer une offre bien plus diverse à celles et ceux qui jouaient déjà. Ça a aussi donné vie à ces jeux sommes, entre guillemets, où on a l'impression de tout pouvoir faire, de grandes aventures comme de la petite détente cosy. Et de s'y retrouver entre personnes qui ne cherchaient pourtant pas le même feeling dans un jeu a priori. En cassant les codes et les genres, le craft a transformé le jeu vidéo, comme quoi c'est toujours la même recette. Merci d'avoir suivi ce long épisode, j'espère que ça vous a plu. C'était pas évident de trouver l'équilibre entre rentrer dans les détails et rester synthétique, donc comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, allez checker les sources en description. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, Patreon ou Ko-fi. Je rappelle qu'avec seulement 1 ou 2 € par mois, vous pouvez nous permettre de bosser ce genre de vidéos plus sereinement, donc n'hésitez pas à regarder nos différentes pages. On se retrouve bientôt sur internet pour parler encore de jeux vidéo. D'ici là, portez-vous bien et cœur sur vos manettes et vos pioches en or.